propose d'accueillir, vous l'avez rencontré, vous l'avez déjà entendu dans la journée. Nous allons terminer avec Sophia Streeter-River, qui va nous parler des responsabilités universelles. C'est la biographe du Dalai Lama. C'est une écrivaine, on dit maintenant, scénariste, spécialiste du Tibet, indianiste, sanskritiste et traductrice du Kala Chakra. En français, c'est la roue du temps. Elle est auteure de plusieurs livres de spiritualité, notamment plusieurs avec le Dalai Lama et aussi avec Sœur Emmanuelle. Elle vous a expliqué, pour ceux qui étaient avec elle tout à l'heure, qu'effectivement elle avait pu rencontrer très jeune Sœur Emmanuelle, et elle a écrit son testament spirituel. Je vous invite à accueillir très chaleureusement Sophia Streeter-River. Bonjour à tous. C'est une joie, c'est un bonheur, un honneur d'être parmi vous, d'avoir accompagné cette journée. Et ben moi j'ai envie de vous emmener en voyage avec moi à la rencontre, donc de grandes consciences de notre temps qui ont éclairé, illuminé ma vie. La première, et donc je veux bien la première slide. La première, c'est Sœur Emmanuelle. Donc, comme David l'expliquait, je l'ai rencontrée très jeune, j'étais très proche d'elle. Je l'ai rejointe aussi plus tard en Égypte, et j'ai été proche d'elle aussi pendant les dernières années de sa vie qu'elle a passées dans le sud de la France. Et puis, en 1992, j'ai écouté ma voix intérieure qui m'appelait loin, qui m'appelait à Dharamsala. Et à l'époque, je me souviens de mes proches me disaient « Mais qu'est-ce que tu vas faire à Dharamsala ? Il n'y a rien à voir à Dharamsala. » C'est vrai qu'à l'époque, le Dalai Lama venait tout juste de recevoir le Nobel de la paix. Il n'était pas extrêmement connu, en tout cas pas comme il est aujourd'hui. Et j'avoue que je ne connaissais pas grand-chose. Je n'y suis pas allée d'ailleurs pour lui. Il se trouve que au détour d'un chemin dans une forêt himalayenne, je l'ai rencontré. Il m'a serré sur son cœur. Sur le moment, j'ai pas compris, j'ai pas anticipé non plus que je le reverrais. Certainement pas que j'écrirais 4 livres co-signés avec lui, que je traduirais ses enseignements quand Mathieu Ricard n'est pas disponible, donc c'est moi qui traduis. Je ne pouvais pas imaginer tout cela à la suite de cette rencontre, et que j'étudierais aussi dans un monastère situé à 2 pas du sien. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que il y a eu donc l'inspiration de ces rencontres dans ma vie. Et en 2010, j'ai commencé un travail, une réflexion approfondie avec le Dalai Lama sur précisément la responsabilité universelle. Alors, pourquoi 2010 ? Je ne sais pas si c'est présent à vos mémoires. 2010, c'est en fait quelques mois après le sommet de Copenhague, la COP de Copenhague, qui avait eu lieu en décembre 2009 et qui avait été un échec retentissant, une véritable régression par rapport aux accords de Kyoto. Et cette conférence avait démontré l'incapacité des pays nantis à assumer, à s'engager pour la défense de l'environnement. Alors, dans ce contexte d'irresponsabilité généralisée, il m'a semblé que ce message fondamental du Dalai Lama sur la responsabilité universelle était crucial. Il faut savoir que la responsabilité universelle a été vraiment le premier message du Dalai Lama lorsqu'il est venu en Occident, en l'occurrence c'était en Europe, en 1973. Et quand il a vu l'affluence de nos sociétés, et le confort et ces modes de vie d'hyperconsommation qui étaient les nôtres déjà à l'époque, il nous a rappelé à ce devoir de la responsabilité et du partage avec ceux qui étaient moins favorisés que nous.
Et il a également insisté sur la nécessité de prendre des mesures urgentes pour la protection de l'environnement. Et lorsqu'il a reçu le prix Nobel de la paix, c'était donc en décembre 1989, il l'a reçu donc à la fois pour la promotion du dialogue et ses efforts de paix dans son propre pays, mais également pour son message sur la responsabilité universelle. Et lorsqu'il a prononcé son discours de réception du Nobel de la paix, il a déjà, donc en 1989, parlé de l'environnement et donc du thème de cette journée, qui est l'éco-responsabilité. Il l'a également longuement évoqué dans son keynote au premier sommet de la Terre à Rio, en 1992. Donc, c'est vraiment le cœur de son enseignement. Et il se trouve que à cette époque-là, en 2010, je n'étais pas la seule à me confronter avec cette question de la responsabilité. J'ai rencontré il y a 1 an à Londres une personnalité des Nations Unies qui, dans les coulisses de la COP 21, a été la cheville ouvrière, l'architecte de l'accord de Paris. Elle s'appelle Christiana Figueres. Oui, je veux bien qu'on... Et elle avait été mandatée par l'ONU en 2010 pour contacter les différentes délégations et pour essayer, à travers des discussions, des négociations, d'aboutir à un accord. À l'époque, donc en 2010, ça paraissait littéralement mission impossible. Et dans ses contacts avec les délégations, Christiana Figueres s'entendait répondre par les représentants des pays en développement que ça n'était pas leur faute si la pollution prenait autant d'ampleur, que c'était les pays riches qui étaient responsables de la pollution. Et quand elle s'adressait aux délégations des pays riches, elle s'entendait répondre qu'il y avait d'autres pays qui étaient beaucoup plus pollueurs qu'eux et que c'était toujours un prétexte de ne rien faire. En fait, on trouvait toujours quelqu'un qui polluait plus. Et donc, parce que les autres polluaient, il n'y avait aucune raison soi-même de prendre les mesures qui s'imposaient. Donc, on ne sortait pas de ce discours identitaire et partisan dans un déni total, justement, de responsabilité. Et tout le travail de Christiana Figueres a été de déconstruire ces argumentations, de dépasser les logiques antagonistes de ce type de pensée binaire pour tenter d'évoluer vers une vision globale. Ce qui est intéressant, c'est qu'au cours de ce processus qui a pris plusieurs années, afin de préparer les conditions de l'accord de Paris, Christiana Figueres en est venue à s'interroger sur elle-même et sur la nature des conflits qu'elle traversait dans sa vie personnelle et sur cette question du report de culpabilité. Et elle a constaté quoi? C'est que ce qui se passait au niveau des États se produisait aussi dans sa vie personnelle, donc au plan individuel, où lorsqu'on subit un préjudice ou un revers, on va chercher systématiquement la cause à l'extérieur de soi. Et la victime va dénoncer un coupable, le coupable lui-même va se disculper en adoptant une posture de victime, etc. Donc personne ne fait aucun effort pour comprendre l'enchaînement complexe de causes et de conditions qui ont amené à cette situation et pour assumer sa propre part de responsabilité. Christiana a fait donc le parti de sortir de sa zone de confort en examinant les conflits dans sa vie personnelle et en mettant en pratique un type de pensée inclusive. Et à mesure qu'elle effectuait ce travail sur elle-même, ce qu'elle constatait, c'est que du côté des délégations, il y avait aussi des prises de conscience et qui allaient dans le sens d'une ouverture sur une approche globale et systémique de la responsabilité environnementale. Donc en transformant sa propre qualité de présence et d'attention, elle a permis l'émergence de décisions et d'actions inédites de la part des délégations.
Et c'est comme ça qu'elle a réussi à sortir peu à peu de l'impasse de Copenhague et qu'elle a pu s'éloigner de la reproduction des schémas passés en ouvrant la porte au futur et aux possibilités innovantes. Et c'est pourquoi, quand j'ai contacté Christiana Figueres pour lui proposer de participer à un sommet des consciences autour du Dalai Lama en novembre 2018, qui s'appelait Better We, Better World, elle a immédiatement accepté parce qu'elle avait donc expérimenté dans sa vie personnelle comme sur le terrain de la diplomatie onusienne que la responsabilité collective s'ancre dans la responsabilité individuelle, que c'est en se transformant qu'on transforme le monde, que le Better World commence par un Better Me qui devient un Better We. La responsabilité universelle donc, a pour base une approche holistique et écosystémique de la compréhension du monde, dont toutes les composantes sont reliées dans la communauté indivisible de la vie. En 2019, nous traversons une période de rééquilibrage des polarités et de disruption des paradigmes avec des tensions qui s'exacerbent entre des tendances paradoxales. Dans la réalité qui est fractale et multiple de nos sociétés, d'une part, il y a une ouverture incontestable vers l'universel, notamment chez les jeunes, qui dans le monde entier s'organisent en réseau pour interpeller les générations aînées. Mais d'autre part, les revendications identitaires, les nationalismes et les repliements se renforcent. L'Europe se fracture, on voit des frontières qui se ferment, la montée des droites extrêmes. Or, ces rééquilibrages et ces disruptions qui se passent à l'extérieur de nous et qui affectent les formes de notre vivre ensemble, elles s'activent également à l'intérieur de nous. Et c'est intéressant d'être conscient de ce schéma, de ces énergies qui viennent de l'extérieur et qui impactent l'intérieur et vice-versa, qui viennent de l'intérieur vers l'extérieur. Ce qui résulte de toutes ces contradictions, c'est des dissonances cognitives dont je crois nul n'est épargné. C'est vraiment le mal du siècle et ça affecte notre quotidien, tous les aspects de notre quotidien. La raison, c'est que les modes de vie que nous avons adoptés sans les mettre en cause posent aujourd'hui problème. Quand j'ai pris l'avion pour la première fois, je m'en souviens pas, j'étais bébé, j'avais 6 mois. J'ai continué de prendre l'avion et c'est seulement en avril dernier que j'ai tout d'un coup mis en question ce mode de transport et que j'ai cherché une alternative. Seulement, vu que j'allais rencontrer le Dalai Lama à Dharamsala, c'était pas possible d'y aller en bicyclette. Et les voyages en train ou en bateau, ça prend à peu près 1 mois pour aller, autant pour revenir, en passant par des pays pour le train, qui sont compliqués à traverser, etc. Mais en fait, j'étais plutôt contente de voir que je me posais cette question. Et je me la posais, je pense, à juste titre. Le voyage aérien n'est pas éco-responsable, et c'est paradoxal d'adopter un comportement non éco-responsable pour faire avancer la réflexion sur l'éco-responsabilité. Et c'est là que s'installe la dissonance cognitive, cet état de tension interne que l'on éprouve quand nos pensées entrent en contradiction les unes avec les autres et quand on agit avec des compromis qui valorisent certains objectifs par rapport à d'autres, mais qui foncièrement ne sont pas satisfaisants. D'ailleurs, les compagnies aériennes le savent bien. Certaines proposent, par exemple, aux voyageurs de reverser 3% de leur billet d'avion pour planter des arbres ou pour d'autres
d'autres actions écologiques. Et je constate autour de moi que se généralise maintenant le refus de partir au bout du monde pour les vacances, et cela pour des raisons donc d'éco-responsabilité. En Suède, vous avez peut-être entendu parler de ce qu'on appelle l'effet Greta. Et en effet, pour la première fois, le trafic aérien a chuté de 4% dans ce pays, principalement suite à ces déclarations, lorsqu'elle est arrivée à Davos après avoir fait 30 heures de train, et qu'elle a donc reproché à ceux qui arrivaient, la plupart d'entre eux qui arrivaient en jet privé. Alors, en même temps, ce serait réducteur de considérer seulement la diminution de l'empreinte carbone dans cette problématique. Bien sûr qu'elle est importante, mais refuser de prendre l'avion, c'est aussi un acte de conscience. Il en va de même pour les éco-gestes du quotidien et les économies que l'on peut faire en carburant, en eau, en électricité. Bien sûr, elles sont infimes si on les compare, par exemple, à la consommation d'eau dans le cadre de l'élevage industriel. Mais dans ces petits éco-gestes individuels, nous ne faisons pas qu'économiser les ressources de la planète. Nous nous relions en conscience et avec amour à 7,5 milliards d'autres humains et avec l'ensemble des espèces qui partagent avec nous les ressources de la Terre. Les conséquences de ces éco-gestes, elles sont donc profondes aussi, puisque nous modifions notre champ de conscience, et en modifiant notre champ de conscience, nous modifions le champ de conscience global autour de nous. Et ainsi, nous devenons les acteurs d'une évolution positive de la conscience à grande échelle, par ce type de présence contributive en acte, en pensée, en intention, et en ouvrant notre esprit, comme dans le presencing et l'écosystème activation d'Otto Scharmer. Je pense que c'est une référence que beaucoup d'entre vous connaissent. Donc, nos énergies passent de l'ego society à l'éco-society. C'est un processus qui va donc du better we ancré dans un better me vers un better world. Et la spécificité de cette démarche Better We, Better World tient dans le couplage des transitions à la fois extérieures et intérieures qui sont trop souvent dissociées l'une de l'autre. Et cela afin de rendre possible l'émergence d'un nouveau modèle de relation au vivant. Nos propositions s'inspirent de la certitude que la crise contemporaine recèle un vrai potentiel d'évolution positive et que c'est en alliant la puissance de l'esprit humain et la puissance régénératrice de la vie que l'intelligence et les qualités fondamentales des 7,5 milliards d'humains pourront réinventer la vie au service de toutes les existences qui partagent l'aventure de la vie terrestre. Nous n'avons pas forcément mesuré toute la puissance de l'esprit humain, et donc je vais me référer à une personnalité qui a passé sa vie à expérimenter la puissance de l'esprit. Et le Dalai Lama que vous voyez ici, alors je veux bien qu'on repasse à la slide précédente. Non, avant. Oui, voilà. Il est en fait, cette photo a été prise au Festival Rock de Glastonbury, où il avait été invité en juillet 2015 par Patti Smith pour fêter ses 85 ans. Et donc pourquoi ce souvenir? C'est parce que à Glastonbury, à cette occasion, un journaliste a demandé au Dalai Lama quelle est votre solution pour combattre le réchauffement climatique. Et sans hésiter, le Dalai Lama a répondu « la paix intérieure ». On ne comprend pas forcément de prime abord le lien paix intérieure, climat. La paix intérieure est un état d'esprit. Comment peut-elle impacter des phénomènes géophysiques? Comment la paix intérieure que chacun de nous expérimente individuellement peut avoir une influence généralisée
à l'échelle de la planète. Alors, aux sceptiques, je répondrai, comment pouvez-vous imaginer que votre esprit est sans effet sur le monde qui vous entoure? Votre esprit dirige votre action. Et votre action, multipliée par les actions de 7,5 milliards d'autres, modifie la matière à l'égal d'une force géologique, ainsi qu'en atteste notre époque. Notre époque qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire une époque où l'humain modifie la matière à l'égal d'une force géologique. C'est donc dans l'esprit humain qu'il faut chercher la cause première des catastrophes qu'on dit naturelles, mais qui ne sont pas si naturelles qu'il paraît. L'erreur que l'on fait trop souvent est de vouloir résoudre les problèmes de l'environnement au niveau de l'environnement seulement. Que dit le Dalai Lama? Il nous dit que les problèmes environnementaux ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas Dieu, Bouddha, ce ne sont pas des aliens qui les ont provoqués. C'est l'action humaine. Et en fait, c'est une très bonne nouvelle parce que, en y repensant, ça veut dire que si on redéfinit les objectifs de l'action humaine, on peut remédier à ces problèmes. Mais redéfinir, repenser l'action humaine, cela implique un changement de paradigme, une véritable disruption. Comme le disait Einstein en son temps, on ne peut pas résoudre un problème avec l'état d'esprit qu'il a créé. Alors revenons à cette déclaration du Dalai Lama, le lien paix climatique, paix intérieure et réchauffement climatique. Qu'est-ce que c'est que cette paix de l'esprit dont nous parle le Dalai Lama? La paix de l'esprit entendue par le Dalai Lama s'obtient lorsqu'on est capable de voir les choses telles qu'elles sont et qu'on a compris la véritable nature de la réalité. On me demande souvent, à mon sens, quelle est la principale qualité du Dalai Lama, et je réponds que c'est son réalisme. On est en paix lorsqu'on a cette vision globale, holistique, lorsque on n'oppose plus soi-même, les autres et l'environnement, et quand on ne se sépare plus des autres et de la nature. Et j'aime bien résumer cette attitude, alors je veux bien la slide suivante, par la formule donc « You are, therefore I am », reprise par Satish Kumar. Vous avez peut-être pu le rencontrer, il était à Paris il y a quelques mois. Et c'est une formule qui vient en fait de la sagesse Ubuntu. Et cette formule de Satish Kumar, elle est pour moi essentielle. Et c'est l'objet d'une méditation qui m'accompagne. Tu es, donc je suis, je vous le dis. Je dis tu es, donc je suis. À tous mes frères et sœurs de l'écosystème Terre, de l'insecte le plus infime, aux arbres, aux fleurs, aux montagnes, qui partagent avec moi cette aventure de la vie. Tu es, donc je suis, ces 5 mots sont la meilleure formule que j'ai trouvée pour exprimer de manière simple l'interdépendance qui est la réalité de la vie. On saisit l'écart entre cette formule « tu es, donc je suis » et le « je pense, donc je suis » de René Descartes. La formule cartésienne, elle fut aussi révolutionnaire en son temps, au XVIIe siècle. Mais en opposant la pensée et la vie, l'esprit et le corps, elle servit l'idéologie destructrice et prédatrice d'Homo sapiens, maître et possesseur de la nature. Au contraire, tu es, donc je suis, tel que je l'entends, signifie tu me donnes la vie, je te donne la vie. Tu es responsable de ma vie, je suis responsable de ta vie.
Et ce message de responsabilité, qui est celui du Dalai Lama, m'a paru tellement essentiel que donc en 2010, comme je vous l'ai expliqué, je lui ai proposé de réfléchir d'abord, puis de rédiger un manifeste de la responsabilité universelle. Je pense qu'il y a la slide suivante. Pour contribuer, oui voilà, donc c'est paru dans ce livre. Donc l'âge de la responsabilité universelle, c'est-à-dire transformer l'anthropocène en un âge de responsabilité. Et ce texte a été finalisé à la veille de la COP 21, quand l'humanité s'est réunie pour pour s'engager vers un futur soutenable. Et grâce au courage d'une avocate du Conseil d'État, qui a tenu bon face aux pressions chinoises, j'ai pu le présenter au colloque international Guerre, Paix, Climat pendant la COP 21. Donc s'éveiller à la responsabilité universelle, c'est en fait une véritable révolution intérieure, une mutation de nos schémas de conscience. C'est une révolution cognitive, non moins importante que celle qui produisit il y a 70 000 ans, lorsqu'Homo sapiens inventa les cultures. Et c'est à une révolution culturelle de la responsabilité et de la compassion que le Dalai Lama appelle les jeunes du millénaire. Donc, je veux bien la slide suivante. Donc voilà, le Dalai Lama, vous me reconnaissez aussi, et 4 jeunes youtubeurs que j'avais emmenés à Dharamsala pour le rencontrer dans un échange, dans une discussion qui a donné suite après à cette publication. Le Dalai Lama appelle à cette révolution, mais il n'est pas le seul, le pape François également. Le pape François parle d'une révolution culturelle et audacieuse. Et qui, dans les 2 cas, il s'agit de s'entraîner à une éthique et une responsabilité universelle dans une fraternité élargie à tous les écosystèmes. Et là, de plus en plus, se multiplient des décisions de justice sur tous les continents. Et j'espère qu'en France, on y arrivera aussi. Je citerai le cas de l'Inde et de cet État du nord de l'Inde, l'Uttarakhand, qui est un État himalayen, où un juge a nommé des parents humains chargés d'assurer la protection des glaciers, des sources, des forêts, du ciel, des fleuves, puisque c'est l'État où prennent source le Gange et la Yamuna. Et cet État himalayen du nord de l'Inde a donc désigné, le 21 mars 2017, des parents humains. Et cette décision de justice exemplaire accompagne un mouvement de fond de nos sociétés qui transforme véritablement notre relation au vivant. Parce qu'en donnant des droits à la nature, on reconnaît la nature comme sujet de droit. C'est-à-dire que tous ces êtres vivants non humains sont dotés d'intériorité et les espaces naturels dits sauvages sont reconnus comme des lieux habités de conscience. Donc c'est un progrès énorme qui remet en cause aussi la légitimité de notre appropriation, de notre exploitation, pour ne pas dire prédation, du monde naturel. Et réaliser cela, à mon sens, c'est la révolution de la compassion en acte. Et des réformes structurelles sont examinées par les juristes aujourd'hui pour habiter la Terre de manière juste, responsable, dans une synergie des devoirs humains, des droits humains et des droits de la nature. Nous vivons donc cette époque singulière qui est à la fois la pire et la meilleure. La pire, car l'avenir des générations futures est compromis, et la meilleure, car nous avons aujourd'hui le potentiel d'orienter les destinées du monde dans la direction de la justice sociale, du partage, de la solidarité, de la fraternité, une fraternité interespèce. Or, la justice sociale et la responsabilité qui en est le corollaire
commence en nous, par la prise de conscience qui reconnaît l'esprit humain, le corps humain, comme des forces agissantes dans la réalité de la vie en réseau. Ce que corrobore la physique quantique contemporaine, selon laquelle l'esprit n'est pas un intrus dans la matière, mais au contraire, c'est une énergie d'information et de structuration fondamentale, depuis les particules les plus fines jusqu'aux plus complexes des galaxies. Et je suis animée de la conviction que la conscience de 7,5 milliards d'humains représente une énergie puissante de transformation. Et que c'est en alliant la puissance de l'esprit humain et la puissance régénératrice de la vie, dans un engagement de responsabilité universelle, que notre intelligence et nos qualités réinventeront l'avenir. Alors, pour illustrer comment s'incarne la responsabilité universelle, je voudrais donner l'exemple d'un juste de notre temps. Et donc, je voudrais la slide suivante. Ça a l'air d'être une scène ordinaire d'un homme qui donne à boire à un animal, mais ça n'est pas ordinaire quand on sait que cette photo a été prise à Fukushima. Et vous avez peut-être entendu parler du dernier homme de Fukushima. Eh bien, c'est lui. C'est un Japonais, il s'appelle Naoto Matsumura. On arrive à la demi-heure ? D'accord. Et après l'explosion de la centrale en 2011, je suis un peu accélérée, Naoto a refusé d'évacuer la zone interdite qui avait été classée secret défense par le gouvernement japonais. Donc il s'est caché pour échapper à l'éviction manu militari des survivants. Pourquoi ? Parce qu'il refusait de quitter cette terre irradiée et d'abandonner les animaux à leur sort. Donc par sa présence, ce simple paysan japonais a voulu être un témoin d'humanité sur une terre ravagée par l'inconscience et l'inhumanité humaine. On pourrait penser qu'à Fukushima, il ne restait plus rien que la mort, en tout cas plus rien que ce qu'on avait connu, mais en réalité, il restait encore la conscience. La force vitale de la conscience représentée par ce dernier homme de Fukushima. Comment vivre dans un monde qui meurt ? C'est une question que me posait récemment une étudiante de Sciences Po. Et je pense que Naoto a un message à ce sujet lorsqu'il dit, donc là je le cite, « Nous sommes une humble partie de ce délicat tissu de relations qu'on appelle la vie. Nous ne sommes pas son exploiteur ni son destructeur. » Alors pouvoir dire sur le site de Fukushima, et au péril de sa vie, que l'homme n'est pas l'exploiteur et le destructeur de la vie, démontre toute la force de ce lien d'amour que Naoto a maintenu avec la nature, toute la force du respect et du soin que ce paysan a continué de prodiguer aux bêtes, aux plantes, à son environnement. Et je me demande aussi, est-ce que nous ne sommes pas tous, chacune, chacun, la dernière femme, le dernier homme, les derniers témoins d'un monde en voie d'extinction? Est-ce que chacun de nous n'est pas confronté à cette question que me posait l'étudiante de Sciences Po? Comment vivre dans un monde qui meurt? Et quelle réponse est-ce que nous voulons donner à ces centaines de milliers de jeunes activistes du climat? Alors, la slide suivante. Donc là, c'était la semaine dernière à Paris, avec, vous reconnaissez peut-être, Hanouna de Wever et Kira Gantois, des jeunes Belges de Youth for Climate, qui se posent elles aussi cette question et qui sont venus à Paris pour le lancement d'une lettre ouverte qu'elles ont intitulée « Nous sommes le climat ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je ne sais pas si vous l'avez lu, ce manifeste, et la dernière phrase, eh bien, elle rejoint celle de Naoto Matsumura à Fukushima, en disant que ce qui compte, la seule croissance qui compte aujourd'hui, c'est la croissance du lien.
du lien dont nous avons besoin, du lien qui est cet espoir. Et Naoto, il ne nous disait pas autre chose, il nous parlait de ce lien vital et la nécessité de le préserver coûte que coûte. Donc, comment vivre dans un monde qui meurt? Est-ce que la seule réponse n'est pas d'aimer ce monde tel qu'il est? De l'aimer, c'est-à-dire d'en prendre soin, dans un leadership éco-responsable sur lequel nous avons échangé pendant toute cette journée. Parce que le monde qui meurt est aussi un monde qui renaît, c'est ma conviction. C'est un monde qui renaît dans le cœur de ceux qui, en l'aimant, lui insufflent leur force de vie. Et là, je reviendrai à ce qui est pour moi peut-être l'enseignement essentiel de sœur Emmanuelle, qui disait « L'amour est plus fort que la mort ». Et ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, chacune et chacun de nous ici présents, nous n'avons pas changé le monde en parlant pendant toute cette journée. Mais chacune et chacun, nous sommes et nous avons été pendant cette journée le monde qui change à travers nos engagements, à travers nos prises de parole. Et conserver cette conscience que notre engagement, ça n'est pas de changer le monde, parce qu'en tant qu'individu, on ne changera pas le monde, mais en tant qu'individu, d'être le monde qui change. Cela peut vraiment faire la différence. Voilà, je vous remercie d'avoir permis que je vous partage ce qui m'anime au plus profond. Et alors, je sais qu'il nous reste peu de temps. Il reste très peu de temps, merci beaucoup. Mais si tu me donnes la possibilité de répondre à une question. Une seule. Une question. On va prendre... Merci. Merci Sophie. Je vais me faire virer, c'est sûr. Encore une question. Sophia, si vous aviez 20 ans, que feriez-vous? Je ferais ce que je fais. ce que je fais. Quand j'avais 20 ans, j'ai perdu le goût de vivre parce que j'avais une telle conscience. C'est ce qui me... D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ce qui pour moi est insoutenable, c'est la faim dans le monde. Et d'avoir la conscience que toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de faim. C'est quelque chose que je ne supportais pas. Je pense que ça aurait pu me prendre ma propre vie, que sœur Emmanuelle, à ce moment-là, a joué un rôle très important. Alors, ce que je me dis, c'est, et si j'avais fait comme Greta? Et voilà, je ne l'ai pas fait. Je ne suis pas descendue dans la rue, je ne suis pas allée avec une pancarte devant l'Assemblée nationale. Alors, je me dis qu'aujourd'hui, quand je vois les jeunes qui se mobilisent partout, eh ben, je ne peux pas faire autre chose que d'être complètement avec eux et d'avancer avec eux parce que il me semble que... Alors, Isabelle en parlait merveilleusement ce matin. Elle parlait de cette... Je ne sais pas si... tu es là, Isabelle ou... Oui, elle parlait de la gestation de ce monde en train de naître. Et pour moi, ce sont les jeunes qui sont en train de faire naître ce monde-là. Et ça, c'est merveilleux. Et on est trop... Alors, c'est très difficile parce que je vois l'angoisse aussi de ces jeunes autour de moi. Et d'ailleurs, du coup, j'ai agi à ce niveau-là. J'ai demandé à une amie neuropsychiatre et elle a tout de suite foncé. Alors, elle est en Belgique, à Bruxelles. Elle a réuni d'autres psychiatres autour d'eux et ils ont créé Psy for Climate. Parce que je lui ai dit, mais on ne peut pas laisser ces jeunes avec le poids de cette angoisse. Quand on a 20 ans, on est complètement tourné vers l'avenir. On existe en se projetant vers l'avenir. Or, que nous disent ces jeunes, Greta, elle nous dit, vous nous avez volé notre avenir. Donc, il me semble que c'est important de voir ce printemps du monde qui est en train d'arriver et que le lien entre les générations ne doit pas être coupé, mais qu'on a besoin aussi d'accompagner et on a des réponses face à cette angoisse. Ce que m'ont exprimé aussi ces 2 jeunes Belges, c'est-à-dire pour elles aussi à quel point c'est insoutenable. Donc moi je sais que je l'ai vécu à leur âge.
Et je le vis aujourd'hui à travers elles. Alors, je parle au féminin parce que c'est principalement des filles. Et que donc, voilà, si j'avais 20 ans, je ne les ai plus, mais je revis mes 20 ans avec elles et je suis à leur côté. Voilà, je ne peux pas faire autrement. Merci madame, merci Sophia, merci beaucoup.